C'était très pollué, donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Parce qu'en fait, la première fois que j'ai atterri à Shanghai, il est 11h du matin et je pense qu'il est 23h. Je lui dis, je pense que ça vaut le coup. Et il me dit, mais tu sais, Bruno, les gens, ils aiment bien le bruit du moteur de leur voiture. Et je me dis, oula, si en fait on part de là, on va jamais y arriver. Le véhicule autonome, après les programmes de la NASA, c'est l'industrie dans laquelle on a investi le plus d'argent. On a investi 400 milliards en 15 ans. Ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. Cette fibre produit et technologique qui va permettre de construire le cœur, mais ils n'ont pas forcément la fibre marketing. En fait, comment on fait pour que tout le monde sache que si on a besoin de ça, c'est toi qu'il faut appeler. Le processus entrepreneurial, à un moment donné, il crée une carapace autour de toi. Tu comprends qu'il va falloir très vite protéger tes émotions de ta famille. Tu vas vouloir lancer un business, ils vont tous te dire « mais pourquoi tu ne vas pas travailler ?» Continuellement en train de découvrir la paternité. Mais ce qui est bien, c'est que dans un coin de ma tête, à chaque fois que je lui parle, j'ai quand même cette arrière-pensée de me dire « j'aurais plus que du matériel à lui laisser, j'aurais des idées à lui laisser. » Bienvenue sur le podcast High Value Entrepreneur. Je suis Roger et j'accompagne des entrepreneurs à tout éclater dans leur business. Ce podcast est produit par Tête de Tigre, l'agence de podcast audio et vidéo. Bon visionnage et bonne écoute. Salut Bruno. Salut Roger. Comment vas-tu ? Ça va. Très content de t'avoir sur ce podcast. Mm-hmm. Ce qui est bien, c'est que j'ai eu plein d'invités que je connaissais un peu plus. Toi et moi, on ne se connaît pas encore beaucoup. Ouais. Je suis très content de pouvoir en savoir plus sur toi, que tu nous racontes ce que tu fais au titre pro, à titre perso. On va parler de ces sujets-là aujourd'hui. Je ne vais pas te demander de te présenter, parce que c'est l'exercice, je pense, le plus chiant ever. Et je ne vais pas le faire parce que je risque d'oublier certaines choses. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais te poser directement une question pour rentrer dans le vif du sujet. Ok. Aujourd'hui, comment on fait pour faire ce que tu as réussi à faire avec X ? Alors, comment on en arrive à là ? Comment on arrive jusqu'où tu en es aujourd'hui ? Écoute, il faut avoir beaucoup d'audace. Beaucoup d'audace, beaucoup de courage. L'audace d'abord parce qu'il faut avoir l'idée de se lancer dans quelque chose dont on n'est pas forcément expert. Et après, il faut avoir le courage en fait de se confronter à des gens qui vont potentiellement pas forcément nous accueillir de la meilleure des manières. Mm-hmm. Donc voilà, donc je pense que c'est les deux principales qualités qu'il faut avoir pour en arriver là. Ensuite, après, de manière beaucoup plus pragmatique, il faut beaucoup de travail, bien s'entourer et avoir confiance en soi. Ouais. X aujourd'hui, c'est quoi ? Alors, X, c'est une entreprise de tech, plus précisément de deep tech, où on a... Tu peux nous dire ce que c'est la deep tech, pour les gens qui ne connaîtraient pas ce terme ou qui... La tech, c'est toutes les technologies, on va dire, un peu de surface. C'est-à-dire les API, les sites Internet, les applications, les choses plutôt high level. Ouais. Après, on a des choses qui sont sur des couches plus inférieures, comme l'intelligence artificielle, le quantum computing, le NLP, Natural Language Processing. Beaucoup de choses qui vont, par exemple, être la colonne vertébrale de ChatGPT, par exemple. Et du coup, ChatGPT, c'est de la deep tech vraiment, vraiment, vraiment énervée. Et du coup... nous, on vient se greffer en fait à ça parce qu'on va développer des logiciels et des technologies qui vont s'inscrire sur ces couches-là, c'est-à-dire des couches vraiment d'infrastructure, de données, etc. Et qui n'aura pas forcément d'impact ou de visibilité. Enfin, il y aura de l'impact, mais il n'y aura pas de visibilité pour le client final. Ok. Voilà. X, aujourd'hui, pourquoi ce nom ? Alors, le nom X, c'est pour moi, à la base, je voulais l'appeler la lettre X. Ouais. Parce que ça représentait le croisement de deux choses auxquelles je crois beaucoup pour le futur, c'est les nouvelles technologies et le développement durable. Pour moi, toutes les sociétés aujourd'hui qui veulent avoir un avenir sur les 100 prochaines années, elles doivent forcément combiner ces deux aspects-là. Je pense que les nouvelles technologies, on avait compris ça depuis un moment, mais avec les récents événements, que ça soit... la crise sanitaire, que ce soit aujourd'hui les rapports du GIEC sur
l'augmentation de température qu'on va avoir dans les 30 prochaines années, en fait, le développement durable et la protection de la planète, ça devient vraiment, vraiment, vraiment un enjeu majeur. Donc, pour moi, il faut réussir à allier les deux. Et en fait, comme on fait un croisement, ça fait un X. Et pas faire une croix, parce que ça fait un peu trop... fermé. Un peu trop de prosélytisme. Ouais. Mais du coup, la croix, c'était bien. Le X, c'était bien. Et du coup, comme je ne pouvais pas l'appeler X, la lettre X, parce que le nom de domaine X.com, il est détenu par Elon Musk. Ok. C'était le nom de sa première boîte. Enfin, de sa deuxième boîte, qu'il a vendue à PayPal. Et du coup, je me suis dit X, H-E-E-X. Voilà, pour la petite histoire. Il y a toujours des histoires de dingue sur le nom des boîtes. Surtout que là, X, en plus, c'est H-E-E-X. Alors que quand on l'entend, on pourrait dire que c'est juste un X ou X. Il y a un I quelque part, alors que pas du tout. Cette idée de X que tu as eue, cette création de X, elle part d'où dans ton parcours ? Elle part tout d'abord d'un cheminement entrepreneurial que j'ai commencé il y a un peu plus de 10 ans. Donc, j'étais en échange universitaire en Chine et j'étais à Shanghai en 2012. C'était très pollué. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Parce qu'en fait, la première fois que j'ai atterri à Shanghai, il est 23h. Il est 11h du matin et je pense qu'il est 23h parce que tellement il fait sombre. J'ai l'impression que... Voilà. Et quand j'ai posé la question, j'ai dit, mais pourquoi il fait si sombre alors qu'on est le matin ? On m'a dit, c'est la pollution. Et c'est vrai que pendant tout mon séjour là-bas, le seul moment où j'ai vraiment vu le soleil, c'est quand je suis parti visiter la Grande Muraille de Chine, où comme c'est en verdure, c'est dans les montagnes, en fait, on voyait vraiment le soleil, etc. Mais quand on était en ville, on voyait jamais le soleil, quoi. Donc moi, ça m'a perturbé. Et quand je suis revenu, j'avais 22 ans à l'époque, j'ai naïvement voulu combattre la pollution et je me suis dit que le meilleur moyen de le faire, c'était de monter une boîte qui allait louer des voitures électriques. Qui dit voiture électrique, pas d'émissions de CO2, pas d'émissions de CO2, moins de pollution. Et du coup, j'ai lancé cette première boîte. Au fur et à mesure du développement, de l'idée, de l'entreprise, etc., je me suis retrouvé aux États-Unis en 2016 parce que j'avais l'impression qu'en France, on captait pas trop le discours. Et je me suis dit un peu de manière caricaturale que les Américains, ils comprendraient mieux. Du coup, je suis parti en Californie. C'était vrai ? Ils comprennent mieux ? Ils ont mieux compris en tout cas ? J'ai récemment eu la discussion avec un grand patron français, patron du CAC 40. Il n'a pas du tout apprécié que je lui dise qu'aux États-Unis, on comprend mieux. Je pense que c'est le côté un peu chauvin, mais malheureusement, c'est vrai, parce que c'est la première puissance économique mondiale, donc c'est la vérité, qu'ils comprennent mieux les business que nous. Sinon, on jouerait à armes égales avec eux. Et vu que c'est pas le cas, mais du coup, ça plaît pas aux gens quand je dis ça. Donc voilà, je préférais remettre du contexte comme ça. Mais c'est bien aussi de dire que là-dessus, en France, là, c'est un vrai sujet, l'écologie. On est rentré dans où c'est même plus un sujet, ça devient un sujet alarmant dans plein de domaines. Le fait que toi, sur ce sujet-là, il y a... Avant que ce soit, entre guillemets, à la mode de parler... je suis un peu dur en disant ça, mais avant que ce soit à la mode de parler d'écologie, cette idée, en fait, grosso modo, avant d'aller à Shanghai, elle était déjà dans ta tête ? Ou alors elle est vraiment apparue ? Pas du tout. Elle est vraiment apparue à, en fait, vivre plusieurs mois comme ça dans une grande ville où en fait on a des projections différentes. C'est-à-dire que moi quand je pensais aller à Shanghai, j'avais une image dans ma tête qui n'était pas du tout la pollution, etc. Et c'est vrai que c'est omniprésent. Et du coup, ça joue même sur le moral. En fait, il y a des gens qui disent quand je vois la mer, donc je me sens mieux. C'est vrai. C'est-à-dire quand on vit au bord de la mer, le fait que le paysage il soit endless, sans limite, on se sent mieux, on se projette mieux, etc. Et c'est vrai que vivre en pleine journée, être dans un environnement sombre, c'est compliqué. Donc du coup, pour reprendre ce que je disais, les Américains, ils comprennent mieux. Si on reste à Shanghai, juste qu'il y a un truc que je trouve ultra dingue pour toi dans ton parcours, c'est que
à la base, parce que on pourrait croire que t'es dans une famille où l'écologie est peut-être ultra importante, où on t'a sensibilisé. Aujourd'hui, moi, j'ai des enfants. Je crois que t'as aussi un fils. Un fils, ouais. Ouais. On en parle d'écologie à l'école. C'est un sujet, par exemple, mes enfants, où quand on fait un truc, faut faire attention, faut pas prendre la voiture, faut parler faut faire attention à la planète. Toi, tu pars dans un contexte où t'as pas forcément il y a pas d'appétence particulière à l'écologie. Tu vas là-bas et vraiment, ce qui te saute aux yeux, ça aurait pu très bien être la ville, elle est dégueulasse et je me casse et je m'en vais. Toi, tu repars avec presque envie de changer le monde, quoi. Ouais. C'est... Mais je vais apporter une petite nuance à ce que tu as dit, parce qu'au final, moi, je suis d'origine africaine. Hein. Mes parents, ils sont de la Guinée-Bissau et du Sénégal. Et en fait, si on reprend, on va dire, le mode de vie des Africains, il est déjà très écologique. Il est archi écologique. Parce qu'en fait, on gaspille rien, vu qu'on n'a pas énormément de ressources. Et du coup, on n'est pas dans une volonté où en fait, on va ultra consommer, on va épuiser les ressources. C'est-à-dire que quand on fait de l'agriculture en Afrique, on fait de l'agriculture, on va dire, en fonction de ce qu'on a besoin. Ouais. On ne fait pas de l'agriculture intensive pour exporter ça. C'est les sociétés occidentales qui font ça en Afrique. Mais les Africains, quand ils ont une petite parcelle, ils font leur agriculture pour subvenir à leurs besoins. Ils ne le font pas pour revendre plus que ce qu'on a besoin et dans une volonté capitaliste. Donc au fond, quand on parle d'écologie en Afrique, les gens ils disent mais nous on est si c'est ça pour vous l'écologie, on est écologique nous on est dans dans le futur. Ça fait 2 siècles qu'on est comme ça. Donc voilà, en grandissant dans une famille modeste, une famille africaine, en fait, on avait quand même à travers les valeurs que nos parents essaient de nous inculquer, de ne pas gaspiller, de faire attention. Je pense que le complément qu'apporte, on va dire, l'éducation de la société occidentale sur le tri des déchets, sur l'environnement, mais au sens macro, c'est-à-dire la pollution, etc., ça complète ça. Mais c'est vrai que c'est pas conscient, mais c'est inconscient qu'on a cette petite fibre écologique. Voilà. Je trouve que c'est intéressant aussi de pouvoir que tu puisses le dire, que vraiment il y a beaucoup de gens qui sont allés, qui ont trouvé ça dégueulasse et qui sont rentrés chez eux. Ça a touché quelque chose chez toi qui avait déjà peut-être de la valeur, mais une valeur inconsciente, et finalement tu te dis waouh, ultra bizarre, et tu reviens en France avec cette idée. Et c'est pourquoi en France ils ont pas compris le discours d'après toi? La première fois que je l'ai pitché à un investisseur, c'était l'un des fondateurs de Showroom Privé, Thierry Petit. Et quand je lui parle de X, il me dit comment un garçon aussi intelligent, brillant, parce que je lui dis que j'avais été à l'ESSEC, il a envie de se prendre la tête sur un problème comme ça, en fait. Et je lui dis, je pense que ça vaut le coup. Et il me dit, mais tu sais, Bruno, les gens, ils aiment bien le bruit du moteur de leur voiture. Et je me dis, oula, si en fait on part de là, on va jamais y arriver. Si un entrepreneur qui est censé être avant-gardiste, parce que Showroom Privé, c'était le concurrent de Vente Privée, qui était, on va dire, précurseur dans l'expérience digitale qu'on va donner sur le voyage, sur les bons plans, etc. Si le mec qui est en pleine réussite te dit ne fais pas d'activité qui va avoir un meilleur impact sur l'environnement parce que les gens ils aiment bien le bruit de leur moteur, mais je me suis dit mais on marche sur la tête. C'est pas possible, il pouvait pas me dire ça, parce que si je lui dis ça aujourd'hui, il va me dire ah ouais, j'avoue, bien joué, c'est un super projet, vas-y fonce quoi. Donc non, déjà ça part mal. Et moi, pour le coup, ça m'a motivé. Je me suis dit, bon, c'est pas possible qu'un mec aussi intelligent me dise un truc aussi con. Et du coup, je me suis dit, c'est qu'il a vraiment tort, pour le coup. Parce que pour le coup, là, on est vraiment d'accord que c'est con quand même de dire ça. Mais ce qui est rigolo, c'est que là, aujourd'hui, ça paraît évident. Aujourd'hui, c'est vraiment évident. Et moi, c'est là où je pense qu'il y a c'est brillant de te dire, de trouver la tendance qui va faire que possiblement on va s'en sortir, dans le cas dans de meilleures conditions, et d'y aller. Parce que
Et de même, parce qu'un mec comme ça aurait pu très bien encore te dire, t'aurais pu dire, ouais, en fait, finalement, peut-être c'est pas une super bonne idée. Ouais, bien sûr. Parce que là, c'est quelqu'un qui a de l'autorité, il y a des trucs, t'aurais pu très bien dire non, et ça te motive encore à aller le chercher. Il y a d'autres personnes en France avec qui t'as pitché ton idée là-dessus, comme ça, ou qui t'ont dit, écoute, t'es bien gentil, mais ça marche pas ici, on préfère le bruit du moteur. Maintenant, je peux le dire, parce que bon, ils sont plus en place. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je me suis rendu compte que c'était un peu... Enfin, en fait, en 2014, il y a eu ce qu'on appelle les nuages de pollution à Paris. C'est-à-dire que il y avait une pollution telle à Paris qu'il y avait un nuage, comme à Shanghai, qui était sur Paris. Donc, le gouvernement de l'époque, il a décidé de faire ce qu'on appelle la circulation alternée. Donc, les plaques paires et les plaques impaires. Un truc français, quoi. Donc, en gros, un jour, les plaques paires ont le droit de rentrer dans Paris, et l'autre jour, les plaques impaires ont le droit de le faire. Donc, c'est pour limiter le nombre de voitures dans Paris, du coup, le nombre d'émissions de CO2, donc le nuage de pollution. Et qui je vois sur le plateau télé, invité partout pour parler de ça, Frédéric Mazella, fondateur de Blablacar. Et je me dis... Blablacar, à l'époque, en plus, ça n'a rien à voir avec la pollution urbaine. En fait, un Blablacar, c'est pour faire un Paris-Rennes. C'est pour faire un Paris-Lyon. C'est pas pour faire un porte-maillot, place de la Nation. Enfin, personne prend un Blablacar pour aller à 20 minutes dans Paris. Donc, je comprenais pas pourquoi, en fait, il était là sur tous les plateaux. Mais c'était l'entrepreneur le plus connu qui avait un discours développement durable un peu à travers partager des trajets, etc., etc. Et du coup, ils savaient pas. Donc j'ai dit, bon, si vous me connaissez pas, je vais me faire connaître. Donc je vais vous écrire, je vais vous montrer que je suis là. Et du coup, j'écris à la ministre de l'époque, je crois que c'était Ségolène Royal, et pas de réponse. Du coup, qu'est-ce que je fais ? J'écris un email et je mets tout son cabinet en copie. Et du coup, là, il y a une de ses conseillères qui me répond, qui me dit « Bonjour monsieur, vous savez que pour contacter le ministère, il ne faut pas mettre tout le cabinet en copie. » Je dis « Bah si, parce que vous avez répondu. » Non mais c'est sérieux. D'où l'audace. Je dis si, parce que vous avez répondu. Elle me dit « Écoutez, on peut... prévoir un rendez-vous dans les prochaines semaines, etc. Donc, j'arrive dans le bureau de cette fameuse conseillère, je ne sais plus son nom, c'était un nom maghrébin, je crois, et elle me dit qu'est-ce que vous voulez ? Comment ça, qu'est-ce que je veux ? Moi, je veux rien. Moi. Par contre, je porte un projet qui pourrait être utile pour les Parisiens, pour les Franciliens, pour les Français en général, qui est le développement de la mobilité non carbonée en ville, quoi. Et je lui dis, il y a d'autres entrepreneurs qui sont sur ce créneau-là, qui font des bornes de recharge, qui font plein de choses dans cet écosystème-là qu'il faudrait soutenir. Parce que quand je vois Frédéric Mazella sur un plateau, je trouve que Blablacar, c'est génial, ça a révolutionné le transport en France, mais ça ne répond pas à la problématique de la pollution en ville, parce qu'on n'utilise pas un Blablacar en ville. Et du coup, je me présente à vous, parce que je pense qu'il faudrait soutenir les entrepreneurs comme nous. Elle me dit, ah ok, écoutez, moi je peux rien faire pour vous. Si vous voulez, je peux vous mettre en relation avec la direction, un truc là, un service du ministère, quoi. Et en gros, vous pouvez voir ça avec eux. Et je suis sorti de là, je me suis dit, waouh, c'est des personnes qui sont censées être au service des Français. C'est-à-dire que par l'intermédiaire d'élire un président qui va nommer un Premier ministre, qui va choisir des ministres qui, eux, vont constituer un cabinet, en gros, ils ont quand même une mission d'apporter du progrès pour les Français. Et quand je vois que le discours, il est... Enfin, les mecs, tu sens que l'agenda, c'est un agenda politique, quoi. C'est pas un agenda... Donc, je me suis dit, bon, quand j'ai vu le mec qui me dit qu'on entend le bruit du moteur, quand je vois qu'il y a le nuage de pollution et qu'en fait, le mec qu'on invite sur les plateaux, c'est un mec qui fait des trajets Paris-Nice, et que je vais dans un cabinet ministériel et en fait qu'on me dit qu'on peut rien faire pour moi, je pense qu'à un moment, tu te dis quoi ?
Tu dis, bon, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour avoir cette idée-là. Et du coup, c'est de là où ma réflexion de partir aux États-Unis a été beaucoup plus intense. À ce moment-là, X, l'état du projet, là, on est encore, il y a quelque chose de, t'as un truc à proposer, c'est ultra viable, la solution, elle est applicable. C'est comment à ce moment-là? Non, alors ça c'est ma première boîte. C'est pas X encore. C'est pas en X encore. Non, Ok. on est encore loin de X. On est encore loin de X. On est dans une entreprise qui s'appelle Green Luxcar. Ok. Et qui loue des Tesla. Ok. Donc on est les premiers à Paris à louer des Tesla. Et du coup, je pars aux États-Unis. Et quand j'arrive aux États-Unis, les gens sont beaucoup plus réceptifs, etc. Mais limite, les mecs sont même beaucoup plus ambitieux que moi. Parce qu'en fait, quand je leur présente le concept, l'idée, ils me disent « Ah, c'est cool ». Mais nous, en fait, on pense que le futur de la mobilité, c'est pas simplement la voiture électrique, c'est la mobilité autonome. C'est répondre aux accidents, aux embouteillages, au parking, à l'assurance. Enfin, en fait, on veut réinventer la voiture du 21e siècle. Parce que ça fait 100 ans que la configuration, c'est que tu as un mec qui conduit, qui généralement est distrait. Tu as des passagers qui vont potentiellement souffrir d'un accident parce que le gars, il n'est pas sérieux. Et voilà quoi. Donc moi, j'avais pas vu ça sous cet angle-là. C'est-à-dire que moi, j'étais vraiment dans mon prisme Shanghai, pollution. Et en fait, eux, ils nous ont dit, en gros, nous, on est une terre de technologie, d'innovation, c'est nous qui changeons le monde. Les Apple, les Google, les Facebook, c'est nous. Ouais. Donc en gros, quand on s'intéresse à un problème, on s'intéresse à un problème qui va vraiment changer la face du monde. Donc, et on a envie de tout réinventer. Par contre, le sous-jacent, il est économique, il est très machiavélique, parce qu'en gros, ils ont réussi de faire un tour de force avec le smartphone, c'est-à-dire qu'en gros, on avait des téléphones sur lesquels, en fait, on faisait que d'appeler, ou on envoyait des messages, et aujourd'hui, ces téléphones, c'est le centre de nos vies, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'on communique, mais c'est comme ça aussi qu'on va chercher des informations, qu'on consomme des médias, qu'on paye, qu'on prend rendez-vous avec le médecin. En fait, il y a le téléphone aujourd'hui, c'est devenu le point central en fait de tous les centres d'intérêt ou points d'intérêt de nos vies. Et ils se disent quel est l'objet ou l'élément que les gens utilisent beaucoup, qui pourrait en fait aussi être monétisé de la même manière. Donc, en dehors d'un téléphone, l'objet le plus répandu, c'est la voiture. En fait, que tu aies une voiture ou pas, tu vas forcément finir dans une voiture parce que tu vas monter dans un taxi, dans un Uber, dans la voiture de ton frère, de ta mère, de ton cousin, de ton frère. Enfin, et si tu montes pas dans la voiture parce que tu es 100% écolo et que tu es qu'en vélo ou à pied, ou que tu prends le train, tu vas devoir, quand tu marches dans la rue, te confronter à plein de voitures, à des automobilistes qui vont polluer, qui vont potentiellement être dangereux pour toi en tant que piéton. Donc si tu arrives à avoir un impact sur ça, tu as un impact sur la vie de tout le monde. Et il y a des régions du monde où tout le monde conduit, comme aux États-Unis. Dans les foyers, les gens, ils ont 3-4 voitures. Tout le monde a une voiture aux États-Unis parce que le système de transport n'est pas aussi développé qu'en Europe, par exemple. Et du coup, ça fait que le potentiel, il est gigantesque de créer une économie autour de la voiture. Et c'est pour ça qu'en fait, ils veulent enlever le conducteur et de mettre en fait une intelligence qui, elle, va venir se connecter à son téléphone, va aussi venir proposer des services. Parce qu'en fait, si tu conduis plus, et qu'en fait, on est tous dans la voiture. On peut consommer des médias, on peut travailler, on peut, etc. Donc, la logique, elle est très économique aussi. Ouais. Mais il y a aussi une volonté derrière de changer la face du monde. Donc, quand je discute de tout ça avec les gens, moi, t'imagines bien que la bouffée d'air frais que je prends par rapport, en fait, à des gens qui étaient très fermés d'esprit quand j'étais en France. Et c'est là que ça évolue dans ma tête, où je me dis... Bon, j'étais parti dans un concept de voiture électrique, mais en fait, je me rends compte que la voiture autonome, ça va avoir beaucoup plus d'impact et ça va potentiellement sauver beaucoup plus de vies. Parce qu'aujourd'hui, il y a 1,3 million de personnes qui meurent quand même tous les ans d'accidents de voiture. Donc, ça fait quand même beaucoup de gens. C'est pas mal.
Et avoir un impact sur ça, ça peut être aussi ça peut être cool. Donc voilà comment j'en arrive à commencer à penser à une autre idée. Et là, je rentre en France parce que je suis aux États-Unis depuis 2 ans et je me dis, j'ai envie de me lancer dans le véhicule autonome. À ce moment-là, X existe aux X US? n'existe pas. C'est en revenant en France. Et le fait de t'être imprégné un peu de ce mindset, cet état d'esprit américain quand tu reviens en France, tu l'emportes avec toi, cet optimisme, cette vision archi élargie quand tu arrives en France, il se passe quoi quand tu reviens? Quand je reviens, je suis excité parce que je me dis, en fait, il y a encore plus grand que ce que je pensais. C'est-à-dire que moi, je pensais que les voitures électriques, c'était un grand projet, mais en fait, je me dis, mettre de l'intelligence artificielle, permettre en fait à des véhicules de pouvoir être complètement autonomes, c'est fou. Et en fait, on sort purement du service, parce que louer des voitures électriques, c'est du service. On passe à de la tech. Parce qu'en fait, il faut construire cette intelligence artificielle et il faut l'améliorer avec le temps. Donc, c'est plus un service, mais c'est vraiment de la technologie pure qu'on va vendre aux gens. Et moi, dans mon cheminement entrepreneurial, j'ai toujours été un peu geek, même si je n'ai pas fait d'études d'ingénieur. Et je me suis toujours dit qu'un jour, j'aimerais bien avoir un impact aussi sur ces sujets-là. Et c'est vrai que là, je me dis, j'ai une opportunité de rentrer dans un domaine, les nouvelles technologies, voilà, même si j'y connais pas grand-chose. Ouais. Et quand je rentre en France, j'en discute avec pas mal de gens. Je commence à développer, on va dire une vision de comment je pourrais m'insérer dans cet écosystème, quel impact en fait aurait une nouvelle solution sur la chaîne de valeur par rapport à toutes les problématiques que les ingénieurs là-bas m'ont dit, parce que bon, le véhicule autonome, après les programmes de la NASA, en tout cas des programmes spatiaux, c'est l'industrie dans laquelle on investit le plus d'argent. Okay. On investit 400 milliards en 15 ans. Ça fait beaucoup d'argent. Ouais, beaucoup d'argent. Et pourtant, les résultats, ils sont assez minimes parce qu'aujourd'hui, quand on sort, on ne voit pas de véhicules autonomes comme ça dans la rue. À San Francisco, il y en a beaucoup dans la rue. Mais en dehors, quand on sort de San Francisco et de la baie de San Francisco, il n'y a pas beaucoup de véhicules parce qu'ils ont du mal à faire passer la technologie à l'échelle. Et quelle est la raison ? C'était ma question. C'est quand on construit une intelligence artificielle, c'est un peu comme un être humain. On va lui donner des informations pour qu'il puisse apprendre. Ensuite, c'est un peu comme quand tu apprends une langue. Les 80% de la langue, tu vas les apprendre assez facilement. Bonjour, je m'appelle un tel, je vis là-bas, etc. Et après, ça va être difficile dans une conversation de savoir comment on dit dessous de table. Ouais. Comment on dit une forme rainurée, par exemple, dans une autre langue. Tu sais pas, parce qu'en fait, c'est des moments de conversation que tu vas avoir que dans des moments spécifiques. Et du coup, c'est là où améliorer ton langage sur ces sujets-là va faire que tu vas vraiment devenir bilingue ou pas. Tu vois ? Ouais. Et en gros, c'est exactement la même chose pour une intelligence artificielle. C'est-à-dire que tu vas apprendre beaucoup quand on va te donner les données. Et ensuite, en fonction de situations spécifiques, si on ne t'a pas appris, tu vas avoir du mal. Donc, c'est là où est le challenge. Et le problème, c'est que du coup, c'est une courbe un peu comme ça, un peu exponentielle, où plus tu apprends, plus tu collectes de données, ou tu donnes de données en fait à ton algorithme, plus il apprend. Et en fait, à un moment donné, la courbe elle va s'affaisser parce que tu vas toujours collecter autant de données, mais les situations que tu vas aller chercher pour améliorer les derniers pourcents, ils vont être de plus en plus difficiles à trouver. Parce qu'en fait, tu auras toujours autant de données, mais tu auras beaucoup moins de situations à aller chercher. Donc, comment tu fais pour closer le gap le trou entre j'ai beaucoup de données et mes situations que je veux, en fait, elles baissent avec le temps et en fait, un énorme décalage, en fait. Et ça devient difficile pour les ingénieurs de traiter un gros afflux de données alors qu'ils vont, avec le temps, chercher que des petites données. Et c'est là où, en gros, nous, on se dit on peut potentiellement avoir de l'impact. Donc, on a réfléchi à un concept qu'on a appelé la smart data. Parce qu'en gros, le concept de ramener beaucoup de data, on appelle ça le big data. Donc, big data, parce que big, gros, et data, beaucoup de données. Voilà. Donc, comme on prend tout, on dit big data, génial,
Voilà. Mais si, en fait, on prend la logique, on reprend l'exemple avec l'apprentissage, est-ce que c'est parce que tu as plus de livres que moi que tu es plus intelligent que moi? La réponse est non. Non. Voilà. Donc, en gros, avoir plus de données, ça ne veut pas forcément dire améliorer son intelligence. Parce que toutes les données ne sont pas égales. À un moment donné, il y a des données qui deviennent inutiles et il y a des données qui sont de plus en plus pertinentes. Et du coup, investir le même niveau de ressources sur toutes les données, bah, c'est de créer une distorsion parce que tu vas investir beaucoup sur 90% qui est inutile et tu vas investir le même sur 10%. Donc en fait, tu vas avoir un gros décalage. Et là, nous, on appelait ça le concept de smart data parce qu'en gros, on se dit, on peut créer un système qui va, parce qu'on a appris 90, on va savoir c'est quoi les 10% qui restent. Et par rapport à ça, on va collecter plus intelligemment les 10% de données qui manquent, après les 8%, les 6%, les 4%, les 2%, jusqu'à arriver à... La rainurie, le fait de les petites rainures, le langage de la rainure. Exactement. Donc c'est un peu, en gros, on est vraiment, là encore une fois, je suis vraiment parti d'une problématique entendue chez les ingénieurs de, voilà, on a beaucoup trop de données, on ne sait pas quoi, enfin, on a du mal à les traiter, et c'est là où on a voulu intervenir. Et j'ai rencontré un fonds d'investissement quand je suis rentré à Paris, à qui j'ai expliqué le projet en disant voilà, je suis en train de lancer un nouveau projet. C'est autour de la donnée, comment on peut avoir des données plus pertinentes pour améliorer des IA, notamment dans le véhicule autonome, etc. Et ils m'ont dit tu devrais aller parler à un mec qui s'appelle Arnaud de la Fortelle. On fait souvent appel à lui quand on a des entrepreneurs tech qu'on veut évaluer. Et lui, comme il est chercheur, en gros, il peut nous donner un peu son point de vue sur ça. Tu devrais aller lui demander des conseils. Et lui, à l'époque, il était directeur du centre de robotique de l'Université des Mines. Et donc, je vais le voir et tout. Je lui dis bonjour. Donc, moi, j'ai un projet, ça s'appelle X Technologies. C'est comment on peut améliorer les données pour améliorer des IA. Il me dit ouais, moi, ça fait 20 ans que je travaille sur ça. Voilà, là, ça fait 15 ans que je dirige le centre de robotique. Genre, il est bien, il est bien assis. Et du coup, je lui explique le projet, on débat pendant des heures et tout. Il me dit, ouais, franchement, c'est très intéressant. Et à un moment donné, il me dit, bon, écoute, c'est cool, mais enfin, qu'est-ce que tu veux, quoi? Enfin, tu vois, depuis tout à l'heure, on parle et tout ça. Et je dis, bah, en fait, moi, je cherche quelqu'un avec qui je vais m'associer. Il me dit, ah, ok. Et genre, tu veux que je m'associe avec toi? Et il me dit, je lui dis, bah oui. Et il me dit, mais pourquoi je m'associerais avec toi? En gros, je dirige un labo de 50 personnes, j'ai 4 millions de budget par an, enfin voilà quoi, j'aime bien mon job, j'ai 2 enfants, life is good, ouais. Tu vois. Et en gros, je rebondis sur un truc qui me disait pendant qu'on discutait, où il m'a dit qu'en 2018, il avait pris un break pour aller enseigner à Berkeley, à l'université de Berkeley, en Californie. Donc au même moment où moi j'étais là-bas. Et je lui dis, bah, tu vois, toi et moi, on a un point en commun, c'est qu'on a passé au moins 1 an en Californie, etc. Et il me dit, ouais, d'ailleurs, j'ai adoré, c'était une super expérience, parce qu'il a amené toute sa famille avec lui là-bas. Et je lui dis, tu vois, Arnaud, les mecs aux US qui ont ton parcours, c'est-à-dire qui ont fait Polytechnique, qui ont fait un doctorat en mathématiques appliquées, qui ont travaillé à l'INRIA, qui font de la recherche depuis 15 ans, etc. En fait, aux États-Unis, ces mecs-là qui ont fait Stanford, MIT, ils sont pas directeurs de labo. Ils gèrent des billion-dollar companies. Ouais. En fait, ils essaient de changer le monde. Et en fait, tu es en train de m'expliquer que ce que tu fais, c'est bien, mais moi, je pense qu'il y a un meilleur usage qu'on peut faire de ta science. Parce qu'en fait, aujourd'hui, à la fin de l'année, tu vas publier des papiers de recherche, mais qui va les lire? Quel impact ça va avoir sur le monde? Etc. Et là, il rigole, il me dit... c'est la première fois qu'on me dit que... ce que je fais, c'est de la merde. Que ce que je fais, c'est de la merde. Je lui dis non, c'est pas de la merde, mais je pense qu'on peut faire mieux. Et du coup, il me dit ok, je vais réfléchir et tout. Et après, quelques jours après, il me dit ok, c'est good pour moi. Je pense que c'est le moment de franchir le cap. Et je lui dis c'est génial, parce qu'en fait, là, t'imagines le duo. Ouais, le duo. Dire que t'as un mec avec un profil très entrepreneurial et t'as un chercheur qui a quand même été nommé parmi les 2000 meilleurs chercheurs de toute l'histoire de France. Ah ouais.
tu vois. Ok. Donc, un gros profil, quand même. Et je me dis, mais les gens, quand ils vont nous voir arriver dans la pièce, ils vont rien comprendre, tu vois. Arnaud de l'Arfortel, 50 ans. Bruno Mendes da Silva, 30 ans. Bruno qui vient de la banlieue. Arnaud qui vient de l'aristocratie française. Enfin, tu vois. Ah ouais, dingue. Duo dingue. Et les gens se sont dit ça? Les gens se sont dit, c'est quoi ce duo? Ou même pas? Les gens l'ont jamais dit, mais je pense qu'il y a des gens qui se sont posé la question. Ouais. Enfin, ils se sont dit, comment ces mecs-là ont fini associés dans la même boîte. Tu vois. Et comment ça se passe? Quand vous êtes tous les deux là-dedans avec le projet? Génial. Ouais. Ça se passe super bien. Parce qu'en fait, props to him. C'est vraiment lui. Parce qu'en gros, moi, je suis jeune, donc je vais m'adapter plus facilement. Quand tu as un certain âge, tu es moins enclin à vouloir t'adapter ou à accepter certaines choses. Et lui, quand même, je dois quand même tirer mon chapeau. En fait, quand je lui parle, j'ai pas l'impression de parler à un mec qui a passé 20 ans dans l'académique ou dans la recherche. C'est vraiment quelqu'un qui est très ouvert, qui se prend pas toujours au sérieux, mais qui est très sérieux. Ouais. Franchement, il contribue beaucoup à faire en sorte que notre relation, elle est top. Donc, moi, franchement, je suis... Parce que je sais pas si à son âge, j'aurai la patience qu'il a, par exemple. Ou je serai aussi cool. J'espère. En tout cas, c'est un bel exemple à suivre. Ouais, j'espère, mais voilà. Donc, à partir du moment où on s'associe, en fait, il y a plus de portes qui s'ouvrent parce que en-delà de mon réseau et de mes idées, il y a ses idées et son réseau qui sont beaucoup plus élargis que le mien, surtout dans l'aspect technologique. Et du coup, quand on combine les deux, ça fait un bon one-two punch. Ouais. Donc, X, à ce moment-là, c'est quoi? On en est à la création de la société. Du coup, je mets de côté le projet de véhicule électrique et je me dis, là, je vais me lancer dans la data sur le véhicule autonome. Et ça donne quoi les premiers essais, la première aventure qu'elle commence quand vous êtes tous les deux? Ça se passe comment? Ça se passe bien. On bricole beaucoup. Parce qu'en fait, on n'a pas forcément les moyens tout de suite de nos ambitions. Donc en fait, il faut trouver des moyens. Donc en gros, donc pour t'expliquer, X, comment ça fonctionne, c'est tu vas déployer un logiciel dans un système. Il va, en fonction des flux de données qui vont arriver, ça peut être le flux de données d'un capteur, ou ça peut être le flux de données de ce qu'on appelle de ton réseau de neurones. Donc, le réseau de neurones, c'est un peu l'équivalent de ton cerveau pour une intelligence artificielle. Okay. Et en gros, nous, en fait, on va capter ces signaux et en fait, on va les interpréter pour savoir si il y a de la donnée à récupérer ou pas, en fonction soit d'une défaillance, soit du fait que ton IA a besoin d'être entraîné sur tel ou tel paramètre, par exemple. Et du coup, la première démo qu'on fait, elle est hyper basique. C'est, je prends la webcam de mon ordi, j'installe ce qu'on appelle une inférence. Donc en fait, c'est une intelligence qui va détecter des objets. Donc en fait, quand tu vas mettre un mug, il va dessiner un carré autour du mug et il va dire ça c'est un mug, ouais. Ça c'est un téléphone, ça c'est un portable. Okay. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer des paramètres pour dire à chaque fois, comme on veut entraîner à la détection d'un téléphone, à chaque fois que tu vas voir un téléphone, tu vas capturer la donnée, c'est-à-dire la vidéo et toutes les informations qui vont avec pour dire j'ai un téléphone. Donc en fait, les premiers jeux de données qu'on a, c'est des centaines de vidéos de nous en train de tenir un téléphone. Tu vois. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on passe, on va dire, à la phase d'après. On prend une voiture, on met une webcam sur le rétroviseur avant, sur le pare-choc, pare-brise. Donc on attache la webcam, on la connecte à un ordi. Donc là, maintenant, la webcam voit la route. Et du coup, on configure pour dire, à chaque fois que tu vois des piétons, tu captes la donnée. Tu vois. Donc, et du coup, là, donc, il y a quelqu'un qui conduit, il y a quelqu'un qui est sur le siège passager avec un ordi, tu as la caméra d'en face, et en gros, on essaye d'utiliser l'intelligence pour collecter plus de piétons
et ensuite créer un jeu de données sur lequel en fait on va entraîner des piétons dans différentes situations, tu vois. Et après, on passe à l'étape d'après, où là en fait on fait une collaboration avec Mercedes, Nvidia et une boîte qui s'appelle Ouster qui fait des capteurs. Et en gros là on équipe un véhicule Mercedes avec des capteurs, des caméras, un lidar. Un lidar, c'est un capteur laser qui va reproduire l'environnement en 3D. Ok. Et du coup, là, on a un vrai PC Nvidia dans le coffre, avec un vrai serveur, avec une vraie intelligence, etc. Et depuis la plateforme au bureau, on pilote en fait la captation de données dans tout Paris, etc., etc. Donc c'est vraiment aller... C'est Google maintenant qu'on voit, on voit des voitures Google qui ont ça, on les voit parfois traverser, c'est le même système qu'ils ont aujourd'hui. C'est le même système. On les voit parfois passer avec leur capteur là, qui tac 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 tac, en tout cas on voit qu'ils sont en train de capter, c'est le même système. C'est à peu près le même système. Ouais. Et du coup en gros, on a dû passer par toutes ces étapes-là pour prouver que l'idée qu'on avait fonctionnait. Après, là je l'ai expliqué de manière très simple, mais... En termes techniques, c'est assez compliqué parce qu'en gros, dans un véhicule autonome, tu vas avoir 27 caméras, 8 lidars, ça va te produire 5 téraoctets par heure. Ah ouais. Donc 5 téraoctets, c'est 5000 gigas. Donc 5000 gigas par heure. Ah ouais. Et en gros, tu vas devoir aligner sur une séquence temporelle toutes les caméras, le lidar, pour qu'en fait, quand tu vas rejouer la donnée, qu'en fait, tout soit aligné. Ok. Parce que tu vas avoir des caméras qui vont filmer en 30 images par seconde, il y en a qui vont signer par 24 images par seconde. Donc en gros, sur une séquence, tu peux avoir des alignements en fait en fonction de... C'est très compliqué de synchroniser tout ça pour qu'en gros, tu aies un jeu de données qui soit structuré et que tu peux utiliser tout de suite derrière. Donc c'est pas aussi simple. Comment toi tu vis ça là, à ce moment-là, à titre personnel, tu es en train de te dire... finalement de Shanghai à aujourd'hui les States, puis back to France, et on lance tout ça et on commence à travailler avec Mercedes. Là, à ce moment-là, genre, tu as une prise de recul, tu regardes, tu prends un peu de hauteur et tu te dis, en fait, peut-être je suis en train de faire un truc de malade, ça y est, tu commences à dire que c'est ouf, ça commence à arriver. En tout cas, le rêve commence à se réaliser. Écoute, c'est... En fait, quand on fait la démo avec la voiture, où en fait, en plus, elle est sympa parce qu'en gros, on fait un habillage de tout le véhicule avec le logo X, etc., etc. Donc, quand on roule dans Paris, en plus, c'était avec un modèle qui n'était pas encore super répandu. C'était la Mercedes EQC, c'est une Mercedes 4x4 électrique. Et du coup, en fait, tout le monde se retourne sur la voiture, regarde, etc. Et quand on fait ça, je me dis, putain, c'est génial. Genre, je suis dans une voiture en train de capter de la donnée pour faire de l'IA. C'est dingue, quoi, tu vois. Et en gros, je pense... Enfin, au final, je me dis, je suis en train de faire la bonne chose parce que ça ne ressemble toujours pas à du travail, en fait. Je suis en train de kiffer. Il y a encore 1 million de trucs à faire. Il y a plein de challenges. Il y a plein de trucs qui ne marchent pas. Il y a des trucs qui marchent. Donc, en fait, c'est toujours aussi génial. Et je me dis, je me plais autant donc, que dans ce que je faisais avant, dans la mission que je m'étais donnée avant. Donc je me dis, c'est génial. Après, il y a plein de gens qui me disent, qu'est-ce que tu fais, l'apprenti sorcier à vouloir faire le mec de la tech alors que tu as fait une école de commerce? Et moi, je leur dis, mais moi, je suis un entrepreneur. C'est-à-dire que le CEO, le patron de Total, il doit avoir des connaissances en pétrochimie, des connaissances, mais je ne pense pas qu'ils connaissent tous les procédés d'extraction de pétrole et les formules chimiques. C'est pas son métier. En fait, quand tu es entrepreneur et que tu es à la tête de ton entreprise, ton but, c'est de rassembler des talents et de les emmener vers une vision. Donc, au début, tu fais un peu tout parce que tu n'as pas les ressources d'avoir des gens, mais après, le rôle, au fur et à mesure, c'est comment tu vas permettre à des gens hyper talentueux, qui sont même meilleurs que toi, de venir dans ta boîte et en fait de contribuer. Et moi, je leur ai dit, pour le coup, t'es plutôt bon là-dedans. J'ai jamais parlé à un mec et il s'est dit, j'ai pas envie de bosser avec toi. Tu vois, j'ai envie de bosser avec toi. Il va falloir que tu trouves une place quelque part. Non, mais tu vois. Et du coup, je leur dis, le fait d'avoir fait tout ce processus, c'est super formateur pour moi parce que ça m'a permis d'apprendre, d'avoir une nouvelle expertise sur un domaine qui est un domaine d'avenir. En fait, aujourd'hui,
Moi, je te parle de ça, c'était il y a 3-4 ans. Ouais. Mais aujourd'hui, on parle de ChatGPT, qui est une intelligence artificielle incroyable. Et en gros, les gens, ils sont juste bluffés par le résultat, mais personne ne comprend comment, en fait, on crée une intelligence artificielle comme ça. Tu vois ? Donc, aujourd'hui, moi, le fait d'avoir vécu cette expérience, ça me donne au moins la possibilité de comprendre ce qu'il y a derrière ChatGPT et OpenAI, tu vois. Et il y a quoi derrière, alors ? Bah, il y a un énorme réseau d'entraînement de données. C'est-à-dire que ils vont aller chercher des centaines de millions de data points, c'est-à-dire des sources de données qui vont, on va dire, c'est comme si tu faisais un énorme graphe, tu vois, tu commences par à gauche, tu fais un énorme graphe avec justement des points intermédiaires où en gros tu vas à certains points intermédiaires construire une connaissance que tu vas enrichir, etc. Et en fait, la boucle, il faut qu'elle soit itérative. Parce qu'en gros, si tu poses la question à ChatGPT le 17 décembre, qui est le dernier champion du monde, il va te dire la France. Mais le 18 décembre, c'est l'Argentine. Et en fait, si tu mets pas à jour... Enfin, comment tu mets à jour le truc ? Et le truc se met à jour tout seul. Si on revient sur X, aujourd'hui, X, c'est quoi ? Alors, X, aujourd'hui, c'est en tout cas depuis 1 an, une phase de commercialisation qui commence à bien se passer. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a dû développer un produit. En plus, comme on va interagir avec des systèmes qui peuvent potentiellement être critiques, c'est-à-dire qu'on ne va pas influencer en fait, les décisions de l'intelligence artificielle, mais on va devoir quand même s'interfacer pour pouvoir capter des données. Donc en gros, il faut que tu arrives à expliquer au client que tu fais ça sans que potentiellement demain, ton système il va péter et faire en sorte que la voiture elle tourne à gauche alors qu'elle devait tourner à droite. Donc tu as toute une architecture, un discours, une infrastructure à mettre en place pour faire en sorte que ça soit fluide pour le client et pour tous les prospects que tu vas avoir derrière. Donc ça nous a pris pas mal de temps. Et après, on a eu la chance d'avoir des premiers clients qui ont été super indulgents avec nous. On a commencé avec des clients en Corée, aux États-Unis, en Europe. Et là, on est sur 2023, on est sur une phase de commercialisation qui commence bien à grossir avec des entreprises plus grosses. Nous, typiquement, on a commencé une expérimentation, par exemple, avec la RATP, où en fait, eux, ils ont des navettes autonomes qu'ils veulent déployer. Mais aujourd'hui, c'est pas répandu de manière massive. Donc, ils nous ont dit, bon, on peut commencer sur ce projet-là, comme c'est pas critique pour nous, ça peut bien fonctionner. Donc, ce qui se passe, c'est que eux, ils vont commander des navettes. Donc, c'est pas eux qui vont les construire. Mais le problème, c'est que les gens qui construisent ces navettes ne vont pas leur donner accès au système. Okay. Donc, ça veut dire que s'il y a un problème demain, ils sont obligés d'appeler la personne, enfin l'entreprise qui construit les navettes pour avoir ce qu'on appelle les logs ou l'espèce de boîte noire du système. Et ça, c'est pas possible parce que en gros, on le tolère avec les avions parce qu'il y a peut-être un accident tous les ans, ou 2 accidents par an. Mais en fait, sur la route, il peut y avoir des accidents tous les jours. Ouais. Donc, en gros, on ne va pas faire un processus de demander à des mecs de venir nous ouvrir le truc pour avoir accès à la boîte noire, pour savoir ce qui se passe. C'est pas possible. Qu'on puisse avoir les informations en temps réel pour pouvoir améliorer notre service, etc. Donc, ils nous ont dit, nous, on va rajouter un système par-dessus le système du client pour pouvoir, nous aussi, avoir notre propre système de données. Et du coup, ils nous ont dit comment vous pouvez vous inscrire dans ça pour nous faire gagner du temps, etc., etc., etc. Quand on a fait l'expérimentation, ils ont dit c'est tellement bien passé qu'ils ont dit on va élargir l'utilisation de votre solution de data à tout le groupe. C'est-à-dire que là, on va plus simplement être sur des navettes autonomes, on va être sur des bus, parce que tu vois, dans les bus à Paris, il y a des caméras. Ouais. Et en gros, aujourd'hui, il y a des caméras, ils veulent développer des systèmes où les caméras seront intelligentes. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas juste filmer, mais elles peuvent détecter des événements. Tu vois, donc pour ça, il faut entraîner à détecter l'événement. Donc il faut avoir un processus de je récupère des données, je capte des données, je les récupère, je les entraîne, je les redéploie, je vois si ça fonctionne,
je vois où j'ai ma régression, je reprends, etc. Et je fais une boucle itérative de ça. Et du coup, notre système, il va leur permettre de faire ça beaucoup plus simplement. Donc, c'est un exemple pour dire que on est capable aussi, à travers des grandes entreprises, de pouvoir déployer quelque chose qui va fonctionner. Commercialement parlant, c'est l'enjeu aujourd'hui de se développer là-dessus, genre. Ouais. C'est ça. Après si je reviens un peu on va dire, à ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu difficile parfois de parler avec des boîtes françaises parce que, en fait, elles ont leur système, ce qu'on va dire legacy, donc leur système qu'ils ont depuis des années. Et en gros, le mec qui est en face de toi, il ne sera pas payé plus à la fin du mois s'il a mis ton système. Ouais, ok. Tu vois, par exemple, moi j'ai un nom générique que je donne aux gens, je les appelle José. Donc tu vas voir José, tu lui dis bon José, alors t'achètes mon truc. Et José il va te dire bah écoute c'est cool mais moi je gagne quoi ? Ouais. Tu vois ? Après tu peux pas lui donner un back shift parce que si tu te fais attraper c'est fini. Donc José il dit bon bah en gros et en gros pour lui l'argument de l'innovation technologique il a pas trop de valeur parce qu'en gros lui il est pas dans ça. Ça fait 30 ans qu'il travaille dans la boîte. Tu parles d'innovation, lui va te dire que bon, on parle d'innovation depuis 1980, donc en gros, quoi, tu vois, le mec il est en mode. Donc il faut réussir à faire comprendre à José que il va être bien vu de sa hiérarchie si c'est lui qui vient chercher X avant que X ça devienne la grosse startup que tout le monde utilise. Et ça marche bien parce qu'en gros, José peut se faire virer pour ne pas avoir vu X si demain X ça pète, parce que le patron il va dire attends. Comment ça se fait ? T'étais en contact avec lui, t'as rien fait ? Et aujourd'hui, nos concurrents utilisent le truc, sont plus performants que nous. Comment ça se fait ? Tu fais pas bien ton travail. Ou ton temps est peut-être révolu parce que tu n'arrives pas à identifier ces solutions-là. On va peut-être prendre quelqu'un d'autre. Et là, José, il a peur. Ouais. J'espère que personne s'appelle José ou c'est pas méchant. Ou alors, si vous appelez José, prenez la solution. Parce que là, vous savez ce qui peut vous arriver. L'enjeu, il est commercial pour 2023. On a parlé de X, on voit le parcours. Toi, comment tu te sens personnellement dans cette aventure aujourd'hui ? Je me sens un peu à la croisée des chemins parce que j'ai l'impression qu'on a construit un premier bloc qui est plutôt solide et du coup le chemin pour construire les blocs, pour faire l'énorme société, parce qu'en fait aujourd'hui on a construit une technologie mais pour les années à venir, on a envie de construire des couches de services. C'est-à-dire que la technologie va te permettre de capter de la donnée, et ensuite, cette donnée, il faut l'augmenter, la valoriser. Et avec l'augmentation et la valorisation, on va pouvoir offrir plein de services. Typiquement, quand toi, tu prends des photos, la technologie, c'est prendre des photos, mais demain, tu vas avoir des boîtes comme Instagram qui vont te permettre de mettre des filtres, faire des réels, tu vois, des reels, tu vois, c'est te vendre entre guillemets, plus en plus de services à partir d'une technologie qui est capter des photos. Tu vois. Donc nous, notre but, c'est là où tu as plus de valeur, parce qu'en gros, d'un point de vue business, tu t'investis beaucoup pour la technologie de cœur, et ensuite, pour les services, tu as beaucoup moins de développement à faire. Tu vois, c'est plus facile de développer un filtre sur Insta que de développer la captation de photos haute qualité. Tu vois, donc, l'enjeu, on va dire, dans les prochaines années, pour être une super boîte et avoir une énorme croissance, c'est comment on peut faire des couches de services qui vont permettre d'apporter de plus en plus de valeur aux clients et de s'étendre sur la chaîne de valeur. Voilà. Donc, et c'est sur cet aspect-là qu'il y a un gros challenge, parce que on passe j'avais une idée d'une boîte de service en premier lieu, je passe à une boîte de tech, à un moment donné, je passe à une boîte de tech qui va devoir avoir plein de services. Et c'est là où, en fait, je vois la combinaison un peu des deux mots, des deux mondes, parce qu'en gros, le service, pour moi, c'est du marketing. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se prennent les pieds dans le plat parce que ils ont cette fibre produit et technologique qui va permettre de construire le cœur, mais ils n'ont pas forcément la fibre marketing. En fait, comment on fait pour que tout le monde sache que si on a besoin de ça, c'est toi qu'il faut appeler. Et pour moi, c'est ça, le marketing. C'est-à-dire que
tu arrives à imprimer de manière, on va dire, massive, le fait que ton service, c'est celui auquel il faut penser quand on a besoin de faire quelque chose. Tu vois, aujourd'hui, tu parles de ChatGPT, marketing incroyable, les mecs sur Twitter sont trop forts. C'est-à-dire que tout le monde parle de ça, et en fait, on a l'impression que si on a besoin aujourd'hui d'écrire un texte ou de faire un truc, on va passer par ça, tu vois. En tout cas, ça va faciliter énormément, moi, pour l'utiliser là-dessus, sur plein de sujets. C'est de croiser des chemins, pour toi, à titre personnel, émotionnellement parlant, comment tu l'as vu, parce que là, franchement, c'est passionnant. J'aurais envie de te pousser encore sur X, mais j'ai envie qu'on parle aussi de toi à titre perso. Il y a des départs, on part aux États-Unis, on revient en France, on se confronte à énormément de choses. Toi, émotionnellement parlant, tu vis ça comment? Genre, qu'est-ce qui se passe pour toi à titre perso? Parce que il se passe beaucoup de choses, on rencontre beaucoup de gens. Il doit y avoir aussi des moments où il doit y avoir énormément de frustration, il doit y avoir de la colère. Il doit y avoir aussi du rejet de beaucoup de personnes, ne serait-ce que que sur l'aspect des idées. Comment ça se passe pour toi à titre personnel, cette aventure? À titre personnel, en fait, le processus entrepreneurial, à un moment donné, il crée une carapace autour de toi parce que tu comprends qu'il va falloir très vite protéger tes émotions de ta famille. Tu vas vouloir lancer un business, ils vont tous te dire « mais pourquoi tu ne vas pas travailler ?» Moi, j'ai fait une école de commerce, on m'a dit « mais tu sors d'une des meilleures écoles de commerce de France, pourquoi tu ne vas pas faire banquier pendant 5 ans ?» Quand je dis banquier, ce n'est pas le conseiller dans ta banque au coin de ta rue, c'est banquier privé ou banquier d'affaires, ou voilà, quoi, travailler dans une firme où tu vas faire des grosses transactions. Et en gros, quand tu auras fait X euros, en gros, tu pourras te lancer de manière beaucoup plus confortable. Mais en gros, c'est pas ça la logique de l'entrepreneur. La logique d'entrepreneur, c'est de créer de la valeur pour, en fait, beaucoup plus rapidement avoir accès à cette valeur. Moi, quand je travaille chez un banquier, je travaille chez Goldman Sachs, quand je crée de la valeur, la captation de la vraie valeur, c'est mon boss qui la prend, c'est pas moi. Et je peux le faire pendant 30 ans, c'est peut-être qu'au bout de 30 ans que je vais passer associé, et quand je vais passer associé, là, il y a 30 mecs en dessous de moi qui vont travailler, et là, je vais capter la valeur. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun jeune de moins de 40 ans qui a envie de travailler pendant 40 ans et d'avoir la valeur à la fin, tu vois. On a envie de, pendant qu'on construit la valeur, on la prenne pour pouvoir aller en vacances, pour pouvoir prendre des breaks, pour pouvoir faire le tour du monde, pour pouvoir... Enfin, voilà, il y a l'idée de se dire qu'on va travailler pendant X nombre d'années pour avoir la valeur à la fin. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a autant de jeunes et de personnes qui rejettent, on va dire, les problématiques dans lesquelles on est aujourd'hui par rapport aux réformes, etc. Donc, tu dois te créer cette carapace-là, pour pouvoir, en fait, ne pas, en fait, subir l'avis et le poids du jugement des autres sur ce que tu veux faire. Et à un moment donné, ça te rend un peu, je ne sais pas comment dire en français, numb. C'est-à-dire que tu deviens, qu'en gros, tu sens plus, tu n'es plus affecté parce que tu as tellement entendu de choses et tu t'as tellement mis une carapace. Tu deviens insensible, ça. Tu deviens insensible. Et je pense que ça, c'est un mal qui amène vers potentiellement ne pas se rendre compte à quel point parfois on a peut-être été touché, mais on ne s'en rend pas compte. Ou on a peut-être blessé certaines personnes. Parce que tu vois, moi, de l'autre côté, quand tes proches s'inquiètent pour toi, il y en a, ils s'inquiètent sincèrement parce qu'ils se disent je ne sais pas comment il va réussir. Et ta réponse qui est un peu insensible peut les blesser parce qu'ils se disent moi, je m'inquiète pour lui et lui m'envoie bouler. Ouais. Tu vois ? Et ça peut créer des on va dire des problématiques sur un peu tu vois, ta santé mentale, etc. Parce que
à un moment donné, tu peux te sentir un peu seul contre tous, tu peux avoir incompris, pas soutenu, tu vois. Alors qu'en fait, les gens sont juste le reflet d'une société qui a été construite pendant les 50 dernières années, où on a expliqué aux gens que pour être un bon citoyen, il fallait aller à l'école, prendre ses diplômes, aller travailler, et qu'en gros, l'entrepreneuriat, la richesse, etc., c'était pour une certaine catégorie de personnes, et c'était pas pour tout le monde. Alors qu'aujourd'hui, on se rend compte que tout le monde peut avoir accès à ça, et c'est pour ça qu'il y a des jeunes qui vont se lancer sur TikTok, des gens qui vont se lancer sur l'e-commerce, il y a des gens qui vont se lancer plutôt sur une montée des startups, et en gros, il y a une grosse distorsion de discours, parce que d'un côté, il y a des gens qui s'accrochent au discours de « non, mais il faut rester pendant 40 ans dans une boîte », et il y a des gens qui disent « bah non, il y a tellement d'exemples aujourd'hui de gens qui n'ont pas suivi ça et qui aujourd'hui sont successful, en gros, ça donne tort à ce que tu dis. » Donc, comment on réagit par rapport à ça ? Est-ce qu'on reste dans cette protection ? Parce que rester dans cette protection, c'est pouvoir continuer son chemin. Ou est-ce qu'on est sensible à ça, mais on peut être beaucoup plus affecté par ce que les gens nous disent ? Et du coup, moi, en tout cas, j'étais plutôt dans l'insensibilité qui a fait que, pendant des moments, je voyais plus trop ma famille. La conséquence, c'est quoi ? Genre, c'est quoi la conséquence ? Ouais, c'est que tu dis, bon, t'es dans une période où ton business, ça va pas bien, parce que t'avais des objectifs, tu les as pas remplis, et du coup, t'as pas envie d'aller le week-end chez tes parents, tu vas croiser tous tes frères et sœurs, et qui vont te dire alors comment ça se passe, et toi, t'as pas envie de dire toutes les semaines, en ce moment, c'est la merde. Parce que si tu leur dis ça, ils vont te dire, pourquoi tu t'arrêtes ? Pourquoi tu t'arrêtes pas ? Pourquoi tu fais pas autre chose ? Mais en fait, toi, tu sais que c'est potentiellement passager. Mais eux, en fait, comme ils n'ont pas cette expérience entrepreneuriale, ils se disent, si ça marche pas, faut juste arrêter. Tu vois ? Donc, du coup, tu vas moins là-bas, t'appelles moins, tu donnes moins de nouvelles, Les gens disent que t'as changé. Ils vont dire que t'as changé, ou ils vont dire que tu t'intéresses plus à eux. Du coup, comme eux, avec le temps, ils vont avoir des enfants, tu vas pas voir leurs enfants. Ouais. Tu vas pas les voir grandir. Donc ça, c'est l'aspect, on va dire, un peu humain. Après, il y a l'aspect plus lié au travail. Le fait de faire ça, ça te fait voyager pour aller à des événements, pour rencontrer des gens, des clients, etc., des investisseurs. Et du coup, tu es beaucoup en train de bouger. Et ça aussi, ça t'empêche d'être auprès de tes proches. Donc, d'un côté, tu veux pas y aller pour les raisons que je t'ai dit avant. Et de l'autre côté, tu as un emploi du temps qui est un peu difficile. Et du coup, les gens, ils se disent « Ah, lui, il fait trop le malin pour nous. En gros, tout est beau, tout est rose. Et maintenant que tout est beau et tout est rose... » Il nous a oubliés. Il nous a oubliés, tu vois. Donc, c'est vraiment... c'est vraiment tricky comme situation. C'est une situation qui est vécue à bien des niveaux, dans plein de sphères. Quand on lance l'entrepreneuriat et qu'on est passionné par ce qu'on fait, c'est un truc que j'aime beaucoup utiliser, et c'est la plupart des gens avec qui je travaille, ils sont obligés d'avoir ça. C'est passionné, passionnant, positif. Quand on est là-dedans, on est en mode tunnel, on est en mode on veut y aller. Et on se dit qu'avec le temps, on aura le temps de revenir sur ça, mais finalement, on est pris dans le tunnel, on est dedans, on est en train de bosser, tout ça pour dire, est-ce que là, aujourd'hui, toi, à titre personnel, par rapport à ce que tu as fait avec X et aujourd'hui dans ta vie, est-ce que tu as des regrets ? Est-ce que tu as certains regrets par rapport à avoir pris cette direction et avoir avancé, en tout cas, comme ça ? J'ai pas de regrets parce que... En fait, j'ai une idée de la place de l'homme dans l'univers, et on va dire un peu particulière. Moi, je pense qu'il faut être profondément individualiste dans les objectifs qu'on va se donner, parce que c'est ça qui va tirer les gens vers le haut. C'est-à-dire que si moi, je pensais aux objectifs de mes parents, ils veulent juste avoir une maison au Sénégal, en fait. Tu vois ? Donc, régler ce problème-là, de savoir comment je vais leur faire une super maison au Sénégal, ça va pas faire avancer l'humanité, en fait. Ouais. Par contre, si je me concentre sur les problématiques que moi j'ai identifiées à mon niveau et que je veux les développer, peut-être qu'ils n'auront pas leur maison tout de suite, mais j'aurai apporté ma pierre à l'édifice dans des problématiques qui sont beaucoup plus larges. Ouais. Et si tout le monde réfléchissait comme ça, entre guillemets, se disait quelles sont les problématiques que j'ai identifiées qui peuvent potentiellement avoir un impact positif sur le monde, je pense qu'on vivrait dans un meilleur monde. Mais il y a des gens qui se disent
je vais signer un contrat de foot et je vais acheter une voiture, une Porsche à ma mère. Ça se trouve, ta mère, elle veut même pas de Porsche, tu vois. Elle est contente de l'avoir. Ouais. Mais en fait, moi, je connais plein de gens qui ont acheté des trucs géniaux à leur maman, à leur papa. Moi, par exemple, j'ai acheté, il y a peut-être 3-4 Noël, j'ai acheté une montre d'horloger à mon père. Il l'a jamais mise. Il était content. Je l'ai déjà entendu parler dire « Ah, j'aimerais bien avoir une super montre un jour. » Mais le fait d'avoir la montre, vu qu'il n'y connaît pas grand-chose à l'horlogerie, il connaît les montres, mais lui, il connaît les montres Hugo Boss, mais il ne connaît pas les montres d'horloger, les mouvements, les complications, etc. Donc, en fait, ça ne veut rien dire pour lui. Donc, le fait d'avoir mis du temps, des ressources dans essayer de combler un besoin de surface, au final, la montre, elle est dans le fond d'un placard et elle ne sert à personne, elle sert à rien. Donc moi, j'ai cette vision de si ce que je fais de la manière permet toujours de potentiellement apporter un plus, je ne peux pas avoir de regrets. Parce que je sais que ce sera beaucoup plus facile, ce sera beaucoup plus valorisant demain si je n'étais amené à plus être là, parce que quelqu'un reprenne mon travail que j'ai essayé de construire pour le continuer, que de dire je vais continuer à acheter des montres au père de Bruno. Enfin, tu vois, plus mon père il s'en fout, tu vois. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Donc c'est une vision, on va dire, un peu philosophique de la vie où je me dis genre I can't be doing something wrong. Tu vois, genre j'essaye vraiment et après ça a des impacts négatifs comme je les ai dit précédemment sur tes relations, etc., etc. Mais en gros, je pense que c'est plus facile à absorber que demain on va mourir parce qu'il fait 3 degrés de plus et qu'en gros on a des tsunamis tous les 2 jours. Tu vois, c'est parce que en 2030, genre dans 12 ans, en 2030, dans 7 ans, pardon, 7 ans, on expérimentera des étés bien plus chauds que ce qu'on a eu là, la sécheresse l'an dernier, par exemple. Ouais. Et s'il y a de la sécheresse, c'est qu'il n'y a pas d'agriculture. S'il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas à manger. S'il n'y a pas à manger, c'est compliqué. Toi, aujourd'hui, t'es heureux? Ouais, moi, je suis heureux. Je suis heureux parce que je fais toujours ce que j'aime. J'ai toujours des objectifs qui me font peur. Donc, ça me fait kiffer d'avoir peur. En tout cas, ça me permet de me dire que je suis toujours dans la personne que j'ai toujours été, c'est-à-dire essayer de chercher le challenge, etc. Et je gère beaucoup mieux tout ce que je t'ai dit avant. C'est-à-dire, je gère beaucoup mieux comment parler de ton business, même quand ça va pas avec tes proches, avec les gens. Enfin, tu vois, et du coup, avoir cette expérience-là, ça me permet d'avoir une vie un peu plus heureuse. Ouais. T'es marié? Non, je suis pas marié. En tout cas, t'as une femme et t'as un enfant. La vie que tu avais imaginée quand tu étais plus jeune et la vie que tu as aujourd'hui avec le projet dingue que tu as avec X, avec ce développement et d'avoir une vie de famille et d'être devenu papa et de connaître tout ce que tu connais sur l'impact de ce que si on met en action des choses que toi tu vois, t'as quelle vision pour ton couple, pour ton enfant, pour ta famille? Bah c'est particulier parce que c'est encore assez récent. Moi, mon fils, il a 10 mois, donc c'est toujours quelque chose que je découvre. Donc, je suis continuellement en train de découvrir la paternité, mais là, c'est encore beaucoup plus exacerbé. Là, je suis dans les 80%. Là, je suis pas encore au-dessus de table. Donc, c'est hyper prenant. Mais ce qui est bien, c'est que dans un coin de ma tête, à chaque fois que je lui parle, j'ai quand même cette arrière-pensée de me dire j'aurais plus que du matériel à lui laisser, j'aurais des idées à lui laisser sur la vie, sur le monde, sur l'univers. Et ça m'excite parce que je me dis, je vais potentiellement avoir des super discussions avec lui. En fait, qu'il en prenne conscience ou pas, j'aurai des choses à transmettre. Donc ça me rend particulièrement excité.
Après, sur la vie de famille, la vie de couple, moi, ma compagne, c'est pas du tout ses sujets. Elle travaille dans le monde du luxe, donc rien à voir avec ce que je fais. Donc, c'est pas forcément quelqu'un qui avait un attrait particulier pour ces sujets, mais j'ai vu quand même que le fait de passer du temps avec moi, ça lui a fait changer un peu son prisme sur... voilà. Donc, par exemple, elle a repris ses études pendant qu'elle travaille pour faire un mémoire sur l'innovation, etc., etc. Donc, T'as encore emmené quelqu'un avec toi, tu vas la recruter bientôt. Est-ce que ça c'est une raison supplémentaire de faire ce que tu fais parce que d'avoir un enfant, bizarrement, il se passe quelque chose. C'est la phrase que je déteste et qu'on a sûrement dû te dire ou qu'on t'a dit un jour, qu'on m'a dit moi, c'est en fait, tu peux pas comprendre tant que t'as pas d'enfant. ouais. Et quand on te dit ça et que t'as pas d'enfant, sachez-le, ça fait chier de ouf. Donc moi, j'essaie de jamais faire cette phrase aux gens qui n'ont pas d'enfant. Tu comprendras quand t'as un enfant. Pour de vrai, quand tu passes de l'autre côté et que t'as un enfant, il se passe un truc. Tu penses à des trucs. On avait une conversation il y a quelques jours et à la base, je suis pas quelqu'un qui est très câblé sur l'écologie. Dès qu'on a des enfants, qu'on le veuille ou non, on commence à se projeter sur... en fait, nous, on est dans un cycle de notre vie où on est à la moitié, où en fait, on a fait déjà un premier bout de chemin. Eux, ils sont en train de commencer le leur. Et forcément, il y a 2-3 questions qui viennent, qui apparaissent en mode... mais en fait, comment ça va se passer pour eux et là, ce qui est dingue avec notre situation à nous, c'est que autant avant, c'était des faites attention. Là, on est en train de le vivre. Il se passe des choses, mais je pense qu'on n'a même pas forcément conscience de où est-ce qu'on va pour de vrai. Toi, en tant que papa, est-ce que ça t'a donné encore plus de sens en se disant peut-être qu'il faut que j'aille encore plus loin ou finalement c'était déjà un niveau ultra intense et que ça change pas grand-chose entre guillemets? Si, ça a forcément un impact. Ça a forcément un impact. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais sur dire aux gens tu comprendras quand tu auras un enfant. Moi, c'est ce que je dis aux gens, c'est j'ai hâte que tu puisses vivre cette expérience. Je leur dis pas que tu comprendras, tu peux pas comprendre parce que ils ont pas d'enfants, tu vas pas leur mettre, tu vois. Mais je leur dis j'ai hâte que tu puisses vivre ça, tu vas découvrir énormément de choses en fait. Alors sur toi, etc. Donc, mais je leur parle pas, tu vois. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis avec qui je suis beaucoup au téléphone. Il a pas d'enfant, il est pas prêt d'en avoir bientôt. Je suis pas là toutes les 2 minutes à lui dire mon fils il a fait ça, il a fait ça. Toi, tu peux pas comprendre. Tu vois, c'est rien de lui dire ça parce que ça va le frustrer. Il peut pas le vivre en fait. Tu vois. Donc à chaque fois quand il y a des événements marquants, je lui explique et je lui dis j'ai hâte que tu puisses vivre des expériences aussi. Peut-être qu'il y vivra pas, mais il vivra des choses similaires. Donc ça c'était par rapport à ce que tu disais. Et puis non, ça change forcément parce que en fait on ajuste. Tu vois, l'ambition, les volontés, la vision par rapport aussi à intégrer des enfants dedans. Par exemple, aujourd'hui, X, c'est une société innovante qui a plus de chances de se faire racheter par un groupe pour sa techno, que potentiellement devenir, tu vois... une entreprise familiale, tu vois, sur lequel en fait je vais faire intervenir mon fils dessus ou mes enfants. Mais on va dire à un niveau au-dessus, je vais quand même créer une certaine valeur. À un moment donné, tu vas te poser la question, est-ce que cette valeur-là, tu la transmets à tes enfants? La bonne nouvelle, c'est qu'en France, tu n'as pas le droit de déshériter tes enfants. Donc, il faut vraiment une raison. C'est interdit de déshériter. Tu ne peux pas déshériter tes enfants. Tu peux dire, je donne 99 aux chats et 1 à mes enfants, mais tu ne peux pas dire, je donne 100 aux chats et je donne 1 aux enfants. C'est pas possible. Donc, ils vont forcément bénéficier de quelque chose. Maintenant, c'est... quand tu construis, est-ce que tu as envie que, quand tu vas leur léguer, tu te dis, je vous lègue le truc le plus sain possible, tu vois. Et moi, je parlais surtout en création de sens pour toi, en termes d'action. C'est de te dire, ça fait une raison supplémentaire, en plus d'avoir envie que ça change de changer quelque chose. J'ai une raison supplémentaire
en plus d'agir en ayant ton fils. Ah, dans ce sens-là Ouais. Non, pas vraiment, parce qu'au final, moi, comme je t'ai dit, je suis dans une réflexion particulière où je suis dans une réflexion un peu égoïste, Ouais, mais entre guillemets. Je comprends très bien. Je comprends très bien. Tu vois, après, là, on peut partir sur un débat un peu plus long, mais tu vois, par exemple, il y a des gens qui vont manifester avec des iPhones. Genre, ils vont dire, ah, l'écologie, on va mourir. Mais les mecs, ils ont des iPhones. Comment on fait un iPhone? Basic. On va chercher des matériaux dans certaines régions du monde, comme au Congo, etc. Ensuite, on va aller faire fabriquer ça dans des usines en Chine où tu vas avoir des gens qui vont travailler dans des conditions exécrables. Pour que derrière, toi, tu puisses profiter de tout ça sans que eux, ils en tirent rien du tout, en fait. Parce que eux, ils vivent en dessous de ce qu'on peut considérer de ce qui est humain. Donc, tu vois, il y a ce paradoxe-là de se dire, on essaye d'avoir bonne conscience, mais tous les jours, on a des choses qui nous contredisent. Comme par exemple, moi, j'ai un stagiaire, on déjeunait en équipe comme ça, il me dit, je suis vegan. Je lui dis, pourquoi tu as choisi d'être vegan? Il me dit, parce que j'ai pas envie de contribuer à la maltraitance animale et j'ai pas envie de contribuer à tuer des animaux juste pour de manière massive, juste pour que les êtres humains ils mangent. Je lui dis, mais t'as des chaussures en cuir, ils viennent d'où le cuir? Et le mec il me disait, j'ai pas. Je lui dis, bah oui, pour faire des chaussures en cuir, faut prendre du cuir quelque part. Donc ce cuir-là, on l'a pris où? On l'a forcément pris sur quelqu'un. Il dit, ah ouais. Si, tu vois, c'est vraiment difficile d'avoir des convictions. Et en gros, il faut juste se dire que tu veux avoir un apport qui va être... ton apport à toi qui va être un plus dans l'univers. Mais en gros, tu peux pas te saisir d'une mission comme ça pour expliquer à tout le monde ou à tout un pan de la société qu'ils ont tort, que c'est des fous. Parce qu'en gros, s'il y a 2 milliards d'iPhone, je crois, qui ont été vendus, il y a la moitié de la population, et c'est pas dans les... On n'a pas vendu 2 milliards d'iPhone en Inde, hein, parce que dans certains pays, on n'achète pas des téléphones à 1 000 €. Donc si on a vendu 2 milliards d'iPhone en Occident, c'est-à-dire que tout le monde a eu un iPhone entre les mains, quasiment. Et en gros, si tu n'as pas eu un iPhone, tu as eu un Samsung. Si t'as pas... Enfin, tu vois, on contribue tous un peu à ce mal-être-là. Tu vois. Donc, moi, j'essaye d'avoir des raisons, mais je veux que ça soit mes raisons, parce que je ne veux pas me retrouver non plus dans dans une idéologie un peu collective où je vais me dire « Ah, je suis contre ce problème-là », mais en même temps, il y a plein d'éléments dans ma vie qui font que c'est contradictoire, en fait. Ouais. Tu vois ? Donc, t'essaies d'être le plus cohérent possible. Mais c'est dur. C'est-à-dire que pour ça que tu vas te battre, mais tu vois, je peux pas aller invectiver des gens parce qu'ils croient pas en ce que tu dis. C'est un peu hypocrite pour le coup. On arrive à la fin de ce podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose ou un thème qu'on n'a pas abordé et qui mérite que toi tu prennes du temps ou que tu me dises vas-y vers Roger, on va là-dessus? Non, moi c'est toujours la même chose. En tout cas, l'idée globale, c'est je sais que tout le monde a des idées, tout le monde a envie de faire des choses, etc. Et en gros, il faut avoir... En fait, la confiance, ça se construit. On ne peut pas avoir confiance comme ça. Moi, j'ai pas eu confiance en moi parce que j'ai décrété que j'allais avoir confiance en moi. Ou quelqu'un, ou genre, je sais pas, Thierry Henry m'a dit « Aie confiance en toi ». Genre, j'ai confiance en moi. J'ai appris à avoir confiance en moi. Et en fait, on a confiance en soi en se nourrissant un peu de son environnement. Donc moi, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup posé de questions. Et plus on est sûr de ce qu'on dit, plus on a confiance en soi. Donc voilà, moi, c'est un message, c'est vraiment... Il y a
je sais que la confiance en soi dans notre société, c'est quelque chose qui est très très difficile à avoir parce qu'on nous explique tous les jours qu'il y a quelqu'un qui est mieux, qu'il y a un truc qui est plus fort, ce truc, etc. Et en gros, il y a quand même des méthodes aujourd'hui pour essayer de capitaliser sur une certaine confiance en soi. Donc, c'est ce que j'essaie de faire. Après, sur un autre registre, je peux finir sur ça. Cette année, c'est les 4 ans de X. Et nous, comme j'ai dit, on est une boîte de tech. Il y a plein de codes dans la tech, comme de représentation. Et moi, j'ai pensé cette année un peu à casser ça en faisant une paire de Jordan pour les salariés aux couleurs de X. Mais vraiment, c'est pas une customisation, c'est qu'en fait, la paire a été le cuir, les couleurs, tout a été choisi par nous pour pouvoir faire une paire unique qui est numérotée, etc. etc. Donc voilà, c'est pour dire que you can do it your way. Tu peux le faire à ta manière, quoi. Tu peux être un super entrepreneur de la tech et mettre des Jordan et écouter Travis Scott. Enfin, tu vois, t'es pas obligé d'être un mec là au fond de ton geek nerd qui est dans son coin et qui bouge pas. Le cliché. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite, à titre perso? Me souhaiter de continuer. Parce qu'en fait, pour moi, la vie, c'est toujours mettre un pied devant l'autre. Donc, tant que je mettrai un pied devant l'autre, ça ira. Bah écoute, que ton vœu soit exaucé. Merci beaucoup, Bruno, pour ce podcast. Il y a plein de sujets qu'on n'a pas forcément abordés, mais Bruno a énorme. Il y a plein de contenu sur toi, un peu partout. Il y en a sur Insta, qui est ultra cool. Il y a sur YouTube aussi, il y a plein de choses que tu as fait avec plein d'endroits. Je suis vraiment content d'avoir partagé ce moment avec toi. Je pense que nos chemins vont se croiser à maintes reprises. On a plein de connexions en commun. Ouais. Je te souhaite une super journée. Merci encore. Bruno. Super, merci à toi. À très vite. À très vite, ciao. C'est sur le retour du ce qu'on vient du podcast qu'on vient de faire et tu te dis putain, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû parler de ça. Et là sur le retour tu te dis qu'est-ce que j'aurais dû dire ou de quoi j'aurais dû parler avec Roger pendant le podcast. À titre perso par exemple, un truc qu'on n'a pas évoqué. À titre perso. La relation avec ta femme, ça se passe comment? Avec toutes ces aventures. Écoute, c'est un vrai temps d'adaptation. Hein. Je pense que partager la vie d'un entrepreneur, c'est pas facile. Hein. Et quand je parle d'entrepreneur, je parle pas forcément de quelqu'un, tu vois, qui est dans la tech, qui veut faire une start-up. Ça peut être tout simplement une personne qui veut monter un business. Même si c'est une franchise, si c'est un business de cuisine, peu importe, les challenges ils sont les mêmes. C'est-à-dire que au début, il va y avoir beaucoup de choses à faire et du coup pas beaucoup de temps on va dire, à allouer à des choses qu'on faisait et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent avec leur femme, avec qui travaillent en famille et quand c'est pas le cas, c'est un peu difficile parce que à un moment donné, tu vas développer aussi une vision différente de celle d'un salarié qui, elle, en fait, va voir sa journée finie et en fait, elle va reprendre le lendemain. Mais quand tu montes un business, le truc qui est compliqué, c'est que les problèmes, ils ne s'arrêtent pas à 17h, tu vois. Donc si tu vois, tu vas être préoccupé ou tu vas trop en parler. Et dans les deux cas, tu peux gêner parce que si tu es préoccupé, tu veux pas trop parler, on va dire ah, je t'intéresse plus, tu n'as plus envie de me parler. Et si dans un autre cas, tu fais que d'en parler, on va dire ah, tu parles que de ça, c'est chiant. Enfin, tu vois, on peut pas passer à autre chose, tu vois. Donc c'est un vrai exercice de parler l'entrepreneur à sa moitié. T'as réussi à trouver une solution? T'as trouvé une solution, toi? T'as trouvé un équilibre par rapport à ça? Ou t'es encore en quête de cet équilibre? Non, je pense que j'ai pas encore trouvé. Ah, je pense que je n'ai pas encore trouvé. Je pense qu'il va me falloir encore du temps parce que j'ai encore des réflexes de quand j'étais tout seul. Donc, du coup, c'est difficile quand tu as passé beaucoup de temps tout seul de te remettre à faire des choses
de parler de ces choses-là avec quelqu'un. Donc non, j'y suis pas encore. Je sais même pas si j'y arriverai, mais je pense que c'est comme tout, c'est des choses qui se construisent. Donc c'est quelque chose qu'on va construire tous les deux. Je pense que elle aussi, de son côté, elle va devoir adapter un peu sa manière de faire, sa vision pour que ça puisse fonctionner. Parce que ça va pas que dans un sens aussi. Là-dessus, c'est quoi le point d'évolution que tu aimerais avoir ou le truc qui pourrait être le plus cool pour la suite pour toi? Le point d'évolution, c'est peut-être savoir jusqu'où jusqu'où ira l'aventure pour moi. Parce que tu vois, par exemple, un mec comme Bill Gates, il s'est arrêté à 45 ans, je crois. Il a démissionné de son poste de CEO de Microsoft en 2000 ou 2001. Pourtant, il était super jeune. Mais ça lui a permis de créer la fondation Bill et Melinda Gates avec sa femme. Ils ont divorcé in fine, mais ils ont divorcé à 60 ans passés. Tu vois? Ouais. Peut-être que s'il avait continué comme ça se serait arrêté beaucoup plus tôt, j'en sais rien, mais, euh, mais je pense que c'est d'un point de vue professionnel, c'est jusqu'où en fait tu veux aller pour plus être un fardeau pour tes équipes, parce qu'en fait à un moment donné, la valeur que tu apportes, elle s'estompe avec les talents que tu ramènes, et en gros, à part dire que tu étais là au début, Ouais. tu vois, tout le monde sait faire ce que tu fais, et la vision maintenant, tout le monde peut la porter. Et d'un point de vue professionnel, tu vois, le gars qui veut pas transitionner, tu vois, comprendre que maintenant il a peut-être dans un niveau de réussite qui fait qu'il peut s'octroyer du temps et se dire ah bah non, j'ai un devoir de m'impliquer comme day one parce que moi je lâche pas. Tu vois, c'est relou. Moi j'ai toujours un peu cette volonté de pas être dans les caricatures, c'est-à-dire j'ai pas envie d'être le gars qui lâche, enfin le gars qui genre déterminé mais relou à la fin ou le gars qui est inspirant, mais à un moment donné, tu vois, on a ras la casquette. Tu vois, on se dit, putain, mais lui, le mec est... Donc tu vois, c'est trouver ce juste milieu, et je pense que c'est rendre justice aux gens qui sont autour de nous, parce que ça permet à un moment donné de remettre un peu d'équilibre. Parce que vivre avec quelqu'un qui est dans un processus entrepreneurial, c'est vivre dans le déséquilibre. Totalement. Je suis totalement d'accord avec ça. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui essayent en même temps d'avoir la croissance. C'est un sujet que j'ai eu avec quasiment toutes les personnes avec qui on a discuté, mais croissance et équilibre en même temps, c'est excessivement dur. Déjà que la croissance, c'est dur, que l'équilibre, c'est dur, mais mélanger équilibre et croissance à haute intensité pour essayer de grandir d'une façon très, 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 très linéaire, je dis pas que c'est impossible, mais c'est quand même se rajouter de la complexité dans plein de domaines et qu'il y a un facteur de discussion ultra important. Moi, ce que je fais avec ma femme, et parce que ça fait 13 ans que je suis avec ma femme, j'ai 2 enfants, j'ai le package entrepreneurial avec la vie qui va avec. On se donne des contextes, on se donne des périodes. Je lui dis pendant 6 mois, voilà comment ça va se passer. On rediscute du prochain contexte dans 6 mois plus tard et on regarde si les choses sont améliorables ou non, comment tu l'as vécu. Par contre, pendant 6 mois, si on se met d'accord maintenant, on peut pas revenir en arrière. Genre, le contexte, il est comme ça, comme ça, comme ça. Et on peut pas revenir sur ce changement en plein milieu du chemin. Ça va jusqu'à 6 mois. Et au bout de 6 mois, on rediscute. On fait comment ça s'est passé? Comment tu l'as vécu? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'on allait dans l'excès? Qu'est-ce qui est pas améliorable? Qu'est-ce qui, en fait, non, c'est pas du tout, ça n'a pas du tout fonctionné, ça me va pas du tout. Et en fait, on recrée ce contexte à chaque fois et on essaye de se dire, ok, c'est quoi on se dit pas que le contexte qu'on est en train de vivre, on le subit, ou alors il y en a un des deux qui le subit, on essaye de construire un truc où tous les deux, on sait pourquoi on a créé ça et on sait pourquoi et dans quelles raisons on peut le changer et surtout qu'il y a une date limite au fait que ce soit terminé. Et ben, tu vois, c'est super intéressant et c'est vrai que c'est une super manière de procéder. Moi, tu sais, j'ai beaucoup dit des trucs a posteriori où en fait, on m'a dit, mais si tu m'avais expliqué que ça allait être comme ça, j'aurais peut-être pu comprendre. Mais maintenant, tu me dis que tu voulais pas faire ça parce que tu pensais à autre chose ou que c'était comme ça, mais moi, je pouvais pas le deviner, Ouais. tu vois. Donc, c'est vrai que c'est super intéressant de le voir comme ça. Maintenant, faire comme ça, et ça, c'est une question, c'est faire comme ça, c'est rentrer dans un processus contractuel. Mm.
C'est-à-dire, en fait, c'est on établit un contrat. C'est un contrat de confiance. Le couple est un contrat. Oui, le couple est un contrat, mais justement, vu que c'est un contrat par rapport à un contexte économique, Ouais. justement, on peut te reprocher de, de rendre tout un peu business, quoi. Tu vois, c'est ce qu'en gros, on se dit, en fait, tu fais un contrat avec moi pour que je te laisse tranquille, comme tu fais un contrat avec ton associé ou avec ton truc pour acheter une certaine forme de paix ou une certaine forme de... On va être dans un processus transactionnel. Tu vois, donc je te donne ça, tu me donnes ça, encore on est OK, tu pourras pas revenir dessus parce que c'est écrit aligné à deux que, voilà, tu l'as pas vu, quoi, tu vois. Donc, c'est... Tu penses pas que c'est déjà, tu penses pas que c'est déjà comme ça de manière inconsciente? En fait, ce contrat, il est inconsciemment validé, en tout cas consciemment ou non communiqué. Il n'est pas communiqué, mais chaque partie a validé des parties du contrat et sait ce qu'il peut faire et pas faire. Sauf qu'il n'y en a aucun des deux qui sait véritablement ce qu'il y a écrit sur le Mais c'est contrat. un contrat relationnel. Dans le sens où, enfin, moi je pense que euh, vivre en couple, c'est comme tu as dit, c'est un vrai contrat. C'est-à-dire que tu, tu- on signe pour des choses sur lesquelles on s'est mis d'accord. Une vision commune de comment on voit la vie, comment on se voit évoluer, comment on a envie de construire des choses ensemble. Sauf que il n'y a pas de transaction. Tu vois, tu ne dois pas quelque chose. En fait, on fait des choses pour un but, mais on fait pas des choses pour un gain. Tu vois. Et du coup, le truc, c'est que dans cette approche-là, la problématique, c'est qu'il y a un gain. C'est-à-dire que toi, tu as une certaine forme de tranquillité, et l'autre, elle a entre guillemets, elle a un contexte, elle a une information qu'elle aurait peut-être pas eu s'il n'y avait pas le contrat. En fait, tu l'aurais peut-être pas expliqué. Tu vois, donc en fait, Les deux gagnent en faisant ça. Parce que l'autre personne donne aussi son contexte pour que toi tu dises, autant toi tu peux très bien dire, je reste pendant cette période-là en mode hustle sur 6 mois, mais elle te dit, écoute, je suis ok avec ce contexte, par contre hustle jusqu'à 19h. oui, mais le truc, c'est que moi, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, comme quand tu deviens entrepreneur, à un moment donné, avec l'expérience, tu deviens un fin négociateur. Et puis, tu sais tirer les ficelles d'une négociation. Tu sais là où placer tes pions pour qu'en fait, et c'est là où, en fait, moi, j'ai eu beaucoup de trucs en mode, franchement, t'es trop fort parce qu'en fait, tu sais comment parler, tu sais comment faire pour obtenir ce que tu voulais, en fait. Et si tu veux, les gens, ils sont saoulés parce qu'ils disent, en vrai, le gagnant, c'est toi. C'est marrant parce que moi je le vois pas comme ça, mais je vois je vois d'où ça part. Je vois comment tu peux le faire et comment ça peut être intéressant. Mais t'essaieras avec ta femme. En tout cas, tu t'amuseras à essayer de le faire. Et jusque là, même si tu as l'impression de gagner, euh, et parce que tu gagneras, mais je pense qu'elle va aussi, elle peut aussi gagner sur plein d'aspects. Non, mais c'est pour ça que Archi cool. la première chose que je disais, que c'était une approche intéressante que moi, j'ai pas encore expérimentée, hein. C'est-à-dire que je suis toujours dans l'après-coup. Ouais. Parce que j'ai pas autant d'expérience de vie de couple que d'expérience entrepreneuriale. Ouais. Tu vois, j'ai pas mis autant d'énergie à vouloir être un great husband que être un great entrepreneur. Tu vois. Donc, mais ça va venir. De toute façon, Ça, c'est un jeu long terme. Donc, tu parles de jeu long terme avec X, le couple, c'est le même délire. C'est un jeu giga long terme et c'est quasiment les mêmes phases. Est-ce qu'il y a là, pour terminer cet aparté en cuisine, il y a une dernière chose? Tu veux terminer sur quelque chose? le sujet un peu de l'ascenseur social. C'est-à-dire que aujourd'hui, je côtoie on va dire un environnement social qui est différent de celui dans lequel j'ai grandi. Donc, tu as envie de te dire, tu vois, par exemple, euh, samedi, j'étais invité à un événement où en fait, tu avais des patrons du CAC 40 euh, qui en fait étaient à des tables. En amont, ils avaient sélectionné les entrepreneurs avec qui ils voulaient échanger. Donc, tu avais Patrick Pouyanné, le PDG de Total, tu avais Sébastien Bazin, le PDG d'Accor, tu avais Alexis Bompard, le PDG de Carrefour, tu avais pour LVMH, tu avais le fils de Bernard Arnault,
Donc, tu avais quand même des mecs, tu vois, des mecs qui sont assez éminents dans le monde des affaires en France. Et, et en fait, c'est un petit événement qui invite des patrons d'ETI, donc des entreprises de taille intermédiaire, de PME, de start-up, à venir rencontrer des grands patrons pour savoir comment ils vont pouvoir collaborer, etc., etc. Et c'est vrai que quand je suis rentré, ce qui m'a frappé, c'est que j'étais le seul noir et personne qui me ressemblait. Il y avait peut-être 200 personnes, et en gros, dans toute la salle, il n'y avait pas de personne qui me ressemblait. Donc, c'est des choses auxquelles tu ne penses pas usuellement, mais quand je suis rentré, ça m'a frappé, quoi. Tu vois, ça m'a frappé, et je me suis dit, tu vois, là, j'ai accès à des grands patrons, j'ai accès à des grands dirigeants, parce qu'ils étaient accompagnés de certains de leurs directeurs, etc. Et je me dis, il y a des gens qui ont grandi comme moi, qui ne pourront peut-être jamais expérimenter ça. Et du coup, tu te dis, mais qui est-ce que je connais dans mon entourage qui aurait pu être là? Et je me pose la question, je me dis, ah ouais, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est un peu ce sujet-là. Il y a plein de réflexions que moi j'ai par rapport à ça, mais c'est vrai que j'ai vraiment envie de trouver un moyen de faire en sorte qu'il y ait un peu plus... En fait, les réussites soient un peu plus représentatives, tu vois. Que, tu vois, moi, ce qui est un peu frustrant, c'est qu'on me dit tout le temps... tu sais, on fait un peu comprendre que je suis un peu pas comme les autres. Et ce qui peut être vrai dans une certaine forme de détermination que j'ai eue, de volonté de m'émanciper de mon environnement, etc. Mais je me dis, le monde ne pourrait que mieux se porter s'il y avait plus de trajectoires comme moi, en fait. Et il y a des gens, ils n'ont pas cette trajectoire-là, juste parce qu'à un moment donné, il aurait fallu leur tendre un peu la main. Tu vois. Moi, on m'a tendu la main à plusieurs reprises, et il y a plein de gens, il y a plein de gens qui mériteraient qu'on leur tende la main, mais c'est pas forcément le cas. Donc voilà, donc ça c'est par exemple, c'est un sujet que j'aimerais expérimenter, parce que je pense il y a des gens qui ont des super idées et qui mériteraient de pouvoir avoir accès à certaines personnes ou à certaines ressources. Je pense que ça pourrait être un sujet de podcast. Je pense qu'on peut retourner aller s'asseoir et ça pourrait durer très longtemps. Est-ce que, au vu du podcast, est-ce qu'il y a, pour terminer là-dessus, est-ce qu'il y a il y a une idée quand les gens vont regarder ça que tu veux que les gens aient retenu, ou en tout cas qu'ils se disent voilà ce que en fait, l'idée que tu veux pas qu'elle soit oubliée de tout ce que tu as dit. En gros, vous êtes votre propre limite. Voilà, c'est vraiment ça. Dire que il y a les limitations sociales, familiales, etc. Mais les vraies limitations, c'est des limitations qu'on se met soi-même. C'est-à-dire que pour tout ce que moi j'ai dit par rapport à à aller faire des grandes études, à aller voyager, revenir, vouloir monter des boîtes, etc. En vrai, la seule chose qui aurait pu m'empêcher de faire ça, c'était de me mettre une limite à ce que je voulais faire. Tu vois. Et comme je ne me suis pas mis de limite, en gros, j'ai pu aller dans un certain champ qui était difficile et dans lequel j'ai dû laisser quelques plumes quand même, mais j'ai pu y aller. Donc en gros, vous êtes votre propre limite, et pour dépasser les limites, il faut juste avoir de l'imagination. Et moi, une méthode en fait que j'ai vraiment prise pour avoir de l'imagination, pour savoir ce qu'on peut faire, c'est la lecture. C'est la lecture, c'est vraiment s'intéresser à, à des gens en fait qui ont écrit sur ce monde, voilà, qui ont créé des super-héros, des super personnages. En fait, tout ce qu'on voit à la télé ou sur c'est issu d'écrits. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a écrit Matrix, quelqu'un qui a écrit Captain America, il y a quelqu'un qui a écrit
tous qu'on ces super-héros où en fait on a l'impression qu'ils n'ont pas de limites, etc. C'est sorti du cerveau de quelqu'un en fait. Et du coup, le fait de lire, ça te permet justement de te projeter dans le cerveau de plein de gens et de comprendre aussi comment une certaine partie des gens voient le monde, etc. Donc vraiment la lecture, je pense que ça peut être bien. Et puis si vous ne pouvez pas lire, essayez de diversifier ce que vous regardez sur Netflix. Parce qu'en gros, vous allez voir plus d'adaptations littéraires et potentiellement lire sans forcément lire. Je pense qu'on a fait un giga tour. Trop content. Je pense qu'on va se refaire des podcasts. Et on va prévoir une après-midi entière. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'oublie pas de commenter, de liker et surtout de t'abonner. On se retrouve au prochain épisode.